Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'est l'évolution. On va se parler essentiellement et exclusivement de calcul et de valeur. On va pas revenir sur ce qu'est l'évolution humaine ou l'évolution de matériel technologique. Donc on va regarder la définition de ce qu'est l'évolution, la manière dont ça se calcule. Alors calcul, j'aurais pu mettre un S parce qu'on verra qu'on a une évolution en valeur qui se calcule ainsi qu'une évolution en pourcentage. Nous verrons aussi comment représenter graphiquement une évolution et on mettra tout ça en pratique au niveau d'Excel. Alors, l'évolution, qu'est-ce que c'est? L'évolution, en fait, c'est l'ensemble des modifications subies au fil du temps par un objet, un être vivant, une valeur. Là, je suis sur une définition qui est générale et généraliste de ce qu'est l'évolution dans son sens large. Encore une fois, nous allons nous attacher à l'évolution des valeurs. Par contre, ce qui est important et ce qui est commun, on va dire, à l'évolution, que ce soit un objet, un être vivant, une valeur, c'est cette notion de temps. Ainsi, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre évolution est toujours fonction du temps. L'homme a évolué depuis la nuit des temps, depuis l'époque des dinosaures jusqu'à l'époque d'Internet. Donc on mesure toujours l'évolution, on va dire, par rapport à un moment qui est antérieur, un moment qui est passé. Mais cette évolution, même si le mot a plutôt un sens qui est positif, a une notion négative ou positive. Il faut bien se rendre compte que pour des données chiffrées, soit on a des choses qui évoluent de manière positive, soit on a des choses qui évoluent de manière négative. On parlera toujours d'évolution, quel que soit le sens, là pour le coup. Et une notion aussi qu'il faut bien intégrer, j'aurais certainement dû la mettre en première, c'est que le temps est toujours représenté de gauche à droite. C'est-à-dire que dans notre représentation, depuis tout petit, nous apprenons en fait sur des frises chronologiques que ce qui est situé à gauche est la temporalité la plus ancienne et ce qui est situé à droite est la temporalité la plus récente. Donc on a toujours vraiment cette notion de temps qui est présente en fait dans cette notion d'évolution. En pratique, au niveau des données chiffrées, l'évolution, on va déterminer l'évolution en valeur et l'évolution en pourcentage. C'est-à-dire que là, il y a deux formules qui sont à connaître, à comprendre, notamment, et comprendre aussi les résultats qu'on obtient par rapport à ça. L'évolution en valeur, c'est une soustraction. C'est-à-dire qu'on va venir faire la valeur de la date la plus récente moins la valeur de la date la plus ancienne. Par exemple, en mars 2022, j'avais 1000 euros sur mon compte, admettons, et en avril 2022, pardon, excusez-moi, j'ai mis 75 euros sur le même compte. Ainsi, si je veux faire l'évolution en valeur de mon compte, je vais prendre la valeur de ma date la plus récente, ici avril 2022, 1075, à laquelle je vais soustraire la valeur de la date à laquelle je me comparais, ou la plus ancienne, soit mars 2022 et 1000 euros. Ce qui fait 1075 moins 1000 est égal à 75. Donc la valeur de mon compte a évolué de 75 euros entre mars et avril 2022. Pour l'évolution en pourcentage, on va reprendre la notion d'évolution en valeur qu'on va venir diviser par la valeur de la date la plus ancienne. Là, il faut reboucler avec ce que je vous ai exprimé sur le slide précédent, à savoir que effectivement, on comparait toujours notre évolution par rapport à une date antérieure. D'un point de vue mathématique, on peut dire que ici, le chiffre divisé, c'est par rapport. On peut le remplacer par rapport. Donc c'est l'évolution en valeur, le calcul qu'on a vu avant, par rapport à la valeur de la date la plus ancienne. C'est-à-dire que c'est mon évolution en valeur par rapport à mon point de départ, à ma valeur d'origine. Donc l'évolution en valeur, c'est la valeur de la date la plus récente moins la valeur de la date la plus ancienne, donc les 75 qu'on avait trouvé précédemment, divisé par ou par rapport à la valeur de ma date la plus ancienne, ici mars 2022, soit 1000 euros, et je multiplie le tout par 100 pour avoir des pourcentages.
on verra que sur Excel, on n'a pas besoin d'avoir cette multiplication par 100, parce qu'il y a des fonctions pourcentage tout simplement qui le font. Donc ici, le calcul donne 7,5%. Donc la valeur de mon compte a évolué de 7,5% entre mars et avril 2022. En graphique, ce que ça donne, c'est plutôt simple, dans la mesure où la représentation graphique d'une évolution sera toujours une courbe. Le point de vigilance essentiel se porte sur le fait qu'au niveau de votre axe horizontal, vous devrez toujours avoir la notion de temps qui est exprimée. Encore une fois, mon évolution se fait dans le temps. Mon temps s'exprime toujours de manière horizontale et s'exprime toujours de gauche à droite. C'est-à-dire que sur votre graphique, donc en l'occurrence votre courbe, votre axe horizontal devra toujours exprimer le temps, en veillant bien que vous ayez la date la plus ancienne, ou la temporalité la plus ancienne à gauche de votre axe de temps, et la temporalité ou la date la plus récente à l'extrémité droite de votre axe de temps. Si je veux résumer, et là on va remployer on va dire un langage un petit peu plus professionnel. Généralement on se parle en année n ou en année n-1, n-2, n+2, n+3, il n'y a pas que du négatif dans les années n. N s'exprime toujours l'année qui est en cours. Cette vidéo ayant été tournée ou est tournée en 2022, on va dire que n c'est l'année 2022. Et n-1 c'est mon année n moins une année. Donc n-1 c'est ici l'année dernière, c'est-à-dire que ça serait 2021. n-2 c'est mon année n-2. 2022 moins 2 c'est 2020. Mais on peut avoir du n+1, du n+2, du n+3. Donc n+1 c'est 2022 plus 1, ça serait 2023. Une fois qu'on a intégré cette notion-là, nos formules au niveau de notre évolution en valeur en pourcentage sont un petit peu plus simplifiées. L'évolution en valeur c'est n, le plus récent, moins n-1, le plus ancien. De ce fait, l'évolution en pourcentage peut avoir deux représentations de calcul qui sont les mêmes. Soit j'ai calculé mon évolution en valeur précédemment, et là je vais avoir évolution en valeur divisé par rapport à la valeur de ma date la plus ancienne, n-1. Donc évolution en valeur divisé par n-1, le tout entre parenthèses multiplié par 100 pour avoir des pourcentages. Encore une fois, on verra sur Excel que cette multiplication par 100 n'est pas obligatoire. Ou alors, si je n'ai pas calculé mon évolution en valeur précédemment, il va falloir que je reprenne son expression. C'est-à-dire que je vais ouvrir deux parenthèses. Je vais calculer mon évolution en valeur, n moins n-1. Je ferme ma parenthèse. Divisé par ou par rapport à n-1, donc ma date la plus ancienne. Je ferme ma parenthèse et je multiplie par 100. Et là, ce qu'il faut aussi garder en tête, parce que ça sera toujours le cas, ma représentation graphique sera toujours une courbe avec mon temps exprimé toujours à l'horizontale. En pratique, comment ça va se passer? Donc on va voir sur Excel comment nous faisons des calculs, enfin ou en tout cas ces calculs-là, comment on va le représenter graphiquement. Vous allez avoir un fichier qui sera en téléchargement dans le descriptif de la vidéo, donc le fichier sur lequel nous allons travailler à présent. C'est un fichier qui est plutôt simple, puisque le but n'était pas de proposer un exercice compliqué, mais plutôt d'avoir une compréhension de ce qu'est l'évolution. Donc nous avons ces chiffres-là qui représentent somme toute l'activité des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires de la région. Je ne vais pas citer la région, ça n'a pas d'intérêt. En nombre de séjours. Nous avons les nombres de séjours sans la faute, ce qui serait beaucoup mieux, qui sont exprimés en dessous, là. Et ici, en fait, on a nos CHU. C'est-à-dire que là, on a le CHU 1, 2 et 3, j'aurais pas donné de nom. Et là, nous avons les années n-3, n-2, n-1. Si on le faisait par rapport à 2022, ici nous aurions 2021, 2020, 2019.
Et à l'intersection de l'établissement et de l'année, nous avons le nombre de séjours qui a été réalisé par l'établissement sur l'année en cours. D'ailleurs, on va taper établissement ici, comme ça, ça prêtera beaucoup moins à confusion. Alors ça, on verra après pour cette fonction. Dans le travail qui est réalisé, on vous dit que nous sommes le 15 avril N. Donc là, nous avons des chiffres de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, N-1, N-2, N-3. Qu'on travaille à l'ARS, Agence Régionale de Santé, et qui nous est demandé 2. Donc là, nous avons 3 points que nous allons prendre successivement. Dans un premier temps, on nous demande de calculer l'évolution en valeur et en pourcentage de chaque CHU entre N-3 et N-2 et entre N-2 et N-1. Alors, l'évolution en valeur en pourcentage entre N-2 et N-3, donc c'est-à-dire entre ces deux colonnes. Là, ça implique qu'on va rajouter des colonnes, donc 2 en l'occurrence, une pour l'évolution en valeur entre N-2 et N-3, et une pour l'évolution en pourcentage entre N-2 et N-3 toujours. Mes colonnes, je ne vais pas les insérer entre N-3 et N-2. Pour la simple raison que quand on fait des calculs dans le monde professionnel, ou en tout cas quand on représente des valeurs dans un tableau, et vu que notre sens de lecture européen est de gauche vers la droite, nous allons toujours faire en sorte que les résultats d'une colonne soient dépendantes, entre guillemets, ou aient été calculés avec les valeurs des colonnes situées à sa gauche. C'est-à-dire que là, si je tape l'évolution en valeur, par exemple, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse la colonne à droite moins la colonne à gauche. Même si je trouve mathématiquement le bon résultat, dans la représentation visuelle de notre tableau, dans sa cohérence, on n'est pas sur quelque chose qui est juste. Et en partant du principe que je vais faire en sorte que les colonnes à gauche de ma colonne soient les colonnes dans lesquelles je trouve les valeurs nécessaires à mon calcul, je vais venir après N2, je vais insérer 2 colonnes, et c'est dans ces 2 colonnes-là que je mettrai mes calculs d'évolution, qui seront dépendants en fait des valeurs contenues en C et des colonnes et des valeurs contenues en B. Donc là, évolution en valeur entre N-2 et N-3. Voilà. Alors, pareil, si vous avez, alors généralement les intitulés de colonnes peuvent être plus ou moins importants. Là, on voit, ça passe sur l'équivalent de 2 colonnes. Je vous rappelle qu'il faut éviter de fusionner dans des tableaux Excel parce que au niveau des mises en page, après au niveau des sélections de données, ça peut poser des problèmes. Donc quand c'est comme ça, vous gardez votre sélection et là, dans l'onglet accueil, vous avez renvoyé à la ligne automatiquement. Tac. Ce qui fait que votre texte va rentrer dans la largeur de la colonne telle qu'elle a été définie et donc va s'agrandir au niveau de la hauteur en écrivant sur le nombre de lignes nécessaires. Je copie, je colle, je remplace valeur par pourcentage. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, mon évolution en valeur, donc là je vais dans ma cellule Excel, je tape égal. Donc là c'est bien une soustraction entre la date la plus récente ou la valeur ayant la date la plus récente moins la valeur ayant la date la plus ancienne. Donc c'est N-2 moins N-3. Et là j'appuie sur Entrée et je vois que la valeur obtenue est de moins 11 664. Ici, il faut tout de suite faire une vérification que vous n'êtes pas trompé dans les calculs si jamais vous avez un doute, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la notion. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que entre N-2 et N-3, j'ai fait moins 11 000, j'arrondis. En N-2, j'avais 108 000 séjours. En N-3, 120 000 séjours. Donc j'ai fait moins de séjours en N-2 que par rapport à son année précédente. Donc il est normal que son évolution, que l'évolution entre N-2 et N-3 soit négative, vu que j'en ai fait moins en N-2 qu'en N-3. Donc là, je sais que mon calcul est juste. Parce que si
je m'étais trompé dans la formule, c'est-à-dire que j'ai pris la plus ancienne moins la plus récente en termes de valeur. Vous voyez que j'aurais une évolution calculée qui, elle, aurait été positive, la même valeur mais positive, qui impliquerait que j'ai fait 11 664 séjours de plus en n-2 qu'en n-3. Et là on voit visuellement parlant, sans forcément faire de calcul, hein, juste avec des arrondis, que c'est pas du tout le cas. Donc je sais que je me suis trompé dans le sens de ma soustraction. Donc là je fais bien n-2, donc la valeur la plus récente, moins la valeur la plus ancienne, moins 11 664. À côté, je vais calculer tout de suite sur la même ligne mon évolution en pourcentage sur cette même période. Donc c'est égal à mon évolution en valeur, donc c'est-à-dire en l'occurrence le contenu de la colonne D, D4, ce que j'ai calculé précédemment, divisé ou par rapport à la valeur ayant la date la plus ancienne. La date la plus ancienne, c'est n-3. C'est-à-dire que j'ai fait moins 11 664 par rapport aux 120 468 du début. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que dans la formule, je n'ai pas fait le multiplier par 100 comme je vous avais expliqué et que ça me donne une valeur, pour le coup, qui n'est pas en pourcentage. Ici, il faut simplement, toujours dans l'onglet Accueil, aller sur ce petit bouton pourcentage. Je clique dessus et automatiquement il fait cette multiplication par 100. Mais il implique aussi un arrondi. Pour plus de justesse, en fait, on veillera à toujours rajouter 2 chiffres après la virgule, soit 2 décimales, en cliquant sur ce petit bouton-là. 1, 2, voilà. 9,68. Je sélectionne les calculs que j'ai effectués sur ma première ligne. Et ici, en bas à droite, de votre sélection, vous voyez que vous avez un petit carré qui est un petit peu plus marqué. Je mets mon curseur dessus et je fais un double clic gauche. Et là, il va dupliquer les formules en fait sur toutes les lignes sur lesquelles il va trouver des valeurs en colonne B et C. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter à la dernière ligne. Effectivement, de manière plus traditionnelle, entre guillemets, je pourrais faire ça, laisser mon doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris en cliquant sur le petit carré et puis descendre à la main. Alors effectivement, ici, ça pose pas de problème puisque les deux opérations sont tout aussi rapides. Néanmoins, si vous vous retrouvez avec un tableau qui fait 100-150 lignes, le fait de faire cette opération peut poser un problème parce qu'à un moment, on ne sait plus où est-ce qu'on en est et c'est pas forcément, je vais dire, très productif. Donc le mieux, en fait, va rester de sélectionner cette première ligne et de double-cliquer. Tout simplement. Donc là, j'ai calculé mon évolution en valeur et en pourcentage entre n-2 et n-3. Là, je vais faire la même chose en n-1. Je vais reprendre mes intitulés de colonne, parce qu'il n'y a pas de raison de les recopier. Je vais simplement changer les énoncés. Et là, je vais refaire ce que j'ai fait précédemment. Donc mon évolution en valeur entre n-1 et n-2 égale, dans ma cellule, ma valeur la plus récente, n-1, moins ma valeur la plus ancienne, qui se situe ici en C, donc n-2, j'appuie sur Entrée et j'ai 8208. L'année dernière, j'ai eu 117 000 séjours, l'année d'avant, 108 000. Donc l'année dernière, j'ai fait 8208 séjours de plus qu'il y a 2 ans. D'accord? Encore une fois, là, je sais que mon calcul est juste. Si j'avais inversé ma formule, j'aurais une valeur négative, et juste avec ce simple contrôle, cette ligne-là, je sais si le sens des valeurs que j'ai sélectionnées est la bonne. Mon évolution en pourcentage, c'est mon évolution en valeur, divisé ou par rapport à la valeur la plus ancienne de mon calcul, ici c'est n-2, j'ai la valeur, je passe en pourcentage,
je rajoute 2 décimales. Je sélectionne ma première ligne et j'étire, tout simplement. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va passer au deuxième point qui est de représenter sur un seul graphique l'évolution du nombre de séjours de chaque CHU sur la période allant de n-3 à n-1. Alors, je le dis souvent, l'informatique et notamment Word et Excel ne sont que des outils. C'est-à-dire que c'est pas Excel qui a décidé de faire tel graphique ou tel calcul, c'est vous. Dans la mesure où c'est un outil, il faut déjà imaginer, il faut déjà penser à ce que l'on veut en termes de graphique. Parce que des graphiques, quand vous allez dans l'insertion, vous en avez quand même quelques-uns, que ce soit des histogrammes, des courbes, etc., etc. Donc là, on sait que si on veut représenter une évolution, on a une courbe. Ok, donc on a un graphique courbe, on sait qu'on est sur ces graphiques-là, tout simplement. On sait que notre axe horizontal doit exprimer le temps. C'est-à-dire qu'il doit exprimer le temps, et ici notre temps c'est n-3, n-2 et n-1. Très bien. Et on sait aussi qu'on veut représenter l'évolution du nombre de séjours de chaque CHU. C'est-à-dire qu'on a 3 CHU, donc dans notre graphique nous aurons 3 courbes. Donc mon résultat, avant de le concevoir, je sais que mon résultat doit être un graphique sous forme de courbe, ayant 3 courbes à l'intérieur représentant chacun des 3 CHU, et ayant au niveau de son axe horizontal une représentation du temps allant de n-3 à n-1 en passant par n-2. Très bien. Donc, s'il me faut n-3, n-2, je vais sélectionner les colonnes qui correspondent. Si je veux sélectionner une colonne qui n'est pas à côté, une fois que ma sélection est faite, je laisse mon doigt appuyé sur CTRL et je viens sélectionner n-1. Donc là, j'ai l'intégralité des données qui me sont nécessaires. Une fois que c'est fait, je vais dans Insertion, Courbe, et je vais aller ici. Alors, sur les courbes, gardez toujours la sélection, ou en tout cas sur les graphiques, du premier choix qui est proposé en haut à gauche. Parce que derrière, c'est pas forcément que des choix esthétiques. Là, ça va être des courbes empilées ou des courbes empilées à 100% qui vont venir dénaturer, puisque là, vous voyez, par exemple, pour le 100%, vous avez un axe vertical qui exprime des pourcentages et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour les graphiques, toujours ce premier choix en haut à gauche, on va voir pour modifier esthétique. Voilà. Donc là, j'ai mon graphique. Sur Excel, quand vous sélectionnez un graphique, vous allez voir en haut sur l'onglet à côté d'aide, vous allez avoir 2 nouveaux onglets qui vont apparaître. Un qui s'appelle création de graphique et l'autre qui s'appelle mise en forme. Voilà. Dans création de graphique, là pour le coup, vous avez toute cette palette qui est ici, qui vous permet de faire un choix esthétique de graphique. Là, on ne se parle pas de modification de représentation, on se parle réellement de choix esthétique. Alors, plusieurs points de vigilance. On a tous une notion du beau qui est différente les uns des autres. Et encore une fois, ce qu'on va vous demander de produire, généralement, ça va être à destination de quelqu'un qui a effectué cette demande, qui a une notion du beau qui est différente de la vôtre, forcément. C'est-à-dire que là, je vous conseille de rester sur des choix qui sont purement professionnels, d'accord, et des choix qui sont un petit peu passe-partout. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous avez plusieurs graphiques à représenter, alors que ce soit sur une même page ou en tout cas sur une même présentation, ça sert à rien de faire le premier graphique comme ça, le deuxième comme ça, parce que finalement vous trouvez ça sympa, et puis celui-là, et puis celui-là. Encore une fois, autant sur le fond, il est important d'être dans la justesse, mais dans la forme qui va être la première perception de votre travail, il faut assurer une cohérence visuelle. C'est-à-dire que vous faites le choix d'un graphique, vous gardez le choix là, du début à la fin. Admettons que je pars sur le style 13. Là, je vois que quand j'ai sélectionné en fait mes données, j'ai bien un axe de temps qui exprime mes 3 temporalités, n-3, n-2
n-1, que j'ai bien les trois courbes qui correspondent à mes 3 CHU, avec mon nombre de séjours qui est indiqué ici. Avant d'aller plus loin dans la mise en forme de ce graphique-là, on pourrait me dire, mais ouais, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas pris directement les valeurs d'évolution qu'on a calculées. Vos évolutions, elles sont entre deux temporalités, c'est-à-dire qu'on calcule une évolution entre 2 années, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que si je prends mes établissements, j'appuie sur CTRL et je prends mes évolutions en valeur, par exemple entre n-3, n-2 et n-3, n-1 et n-2, et que je veux faire un graphique. Déjà, vous voyez que votre axe de temps, c'est des CHU. Bon, bah ça va pas. Alors, si jamais vous avez ça, mais que vous êtes sûr d'avoir sélectionné bonne donnée, dans création de graphique, en haut, vous avez intervertir les lignes et colonnes. Vous voyez, intervertir les deux. Ce qui fait que sur notre axe horizontal, là, je vois que j'ai une évolution en valeur entre n-2 et n-3. Et là, on peut argumenter en disant, bah, vu qu'il y a n-2 et n-3, ça représente une temporalité. Absolument pas. Une évolution, c'est pas du temps. Le temps, c'est des années. C'est ça, du temps. C'est pas ça. D'accord? Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, en fait, là, on a 3 années, et du coup, chaque CHU se retrouve qu'avec 2 points de valeur. Ce qui fait qu'on a plus une bataille de sabre laser, en fait, que des courbes. Premier point. Et des courbes qui expriment une évolution, qui expriment une variation. Donc, qui ne sont pas forcément représentatives de... sont pas forcément représentatives de l'évolution sur le temps. On prend l'exemple par exemple sur le CHU1. Le CHU1, ce qu'on voit, c'est qu'en N-3, en fait, on avait 120 000 séjours. C'est descendu à 108 000 il y a 2 ans. Et c'est remonté à 117 000 l'année dernière. Donc là, on voit qu'on a perdu et regagné. Et là, si on prend que l'évolution, donc 2 points, on avait moins 11 000, donc effectivement, qui correspond à ça, mais on n'a pas ce mouvement. Là, c'est que un point de départ, et après, on passe à plus 8 000. Donc là, on a l'impression que l'évolution, elle est positive. Oui, elle est positive, entre ça et ça. Mais en fait, sur la période N-3, N-1, on voit bien que le CHU1 a perdu en nombre de séjours avant de augmenter. Donc là, on n'est pas du tout sur la bonne représentation. Si vous n'avez pas vos N ou votre temps à l'horizontale, c'est pas bon. Je reviens rapidement aussi sur l'option graphique. Là, on sait que c'est le graphique qu'il nous faut puisqu'on a le temps qui est là et on a le nombre de courbes. Admettons, dans ma sélection de données, j'ai quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je suis persuadé d'avoir pris les bonnes valeurs, d'accord, mais le graphique qui sort en fait est celui-là. C'est-à-dire que j'ai bien 3 courbes, mais les 3 courbes représentent chacune des années, et sur mon axe horizontal, j'ai les CHU. Quand c'est comme ça, et que vous êtes certaines d'avoir sélectionné les valeurs, là aussi, je le répète encore une fois, vous êtes dans création graphique, et vous intervertissez vos lignes et vos colonnes. Et là, on voit qu'en intervertissant les lignes et les colonnes, eh ben, je me retrouve avec le bon graphique, puisque j'ai ma temporalité, et chaque courbe représente mes établissements. Une fois que mon graphique est fait, le travail n'est pas totalement fini. Dans la mesure où il va falloir que je mette un titre à mon graphique. Alors là aussi, il y a un point de vigilance, parce qu'au niveau des titres de graphique, il faut imaginer, penser au fait que votre graphique peut très bien être pris de votre fichier Excel pour être collé sur une présentation PowerPoint, sur un Word, c'est-à-dire qu'il va être décroché, on va dire, du tableau qui a permis de le concevoir. Donc là, quand c'est comme ça, en fait, il faut faire en sorte de toujours avoir des titres qui soient cohérents. Alors, mon titre de graphique, là en l'occurrence, je peux reprendre ce qui était marqué au niveau de mon titre.
de tableau, donc l'activité du CHU, donc je sélectionne, je vais copier ou je fais un CTRL-C, je vais dans titre de graphique, je passe dessus, et là par contre la seule option de collage possible c'est un CTRL-V. Activité des CHU de la région en nombre de séjours, et là je peux rajouter entre n-1 et n-3, hop, 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 n-3, voilà, très bien, je dézoome. Maintenant, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sur ce graphique? Alors, ce que je peux faire, et ça sera fonction de ce que vous souhaitez exprimer. Un graphique est une représentation, du coup, visuelle, et ça doit forcément montrer quelque chose. Là, il faut savoir que sur les graphiques, notamment les courbes, en modifiant votre axe vertical, vous pouvez avoir un effet de loupe ou un effet de zoom. Zoom avant ou zoom arrière. Là, vous voyez que votre axe vertical commence à 95 000. Très bien. Vous cliquez une fois sur votre axe vertical, vous faites un clic droit et vous allez à mise en forme de l'axe. Là, vous avez une fenêtre qui s'est ouverte sur votre droite. D'accord. Et cette fenêtre-là, vous voyez que vous avez option d'axe qui est ici et qui vous dit que votre axe au minimum attaque à 95 000. C'est justement votre valeur qui est ici. Et au maximum se termine à 130 000. Là, on voit par exemple, je suis toujours sur mon CHU1, que j'ai effectivement représenté comme ça, j'irai une baisse importante du nombre de séjours entre n-3 et n-2, avec une augmentation importante, mais pas dans la même proportion, entre n-2 et n-1. Si mon axe, je ne le fais plus attaquer à 95 000, donc je sélectionne la valeur ici, mais à 0. Donc je mets 0, je fais entrer. Ben, vous voyez que finalement, cette forte diminution de séjours entre n-2 entre n-3 et n-2, ou n-2 et n-3, en fait là je l'atténue, parce que là je donne un effet de loupe arrière du fait d'avoir commencé mon axe à 0. C'est-à-dire que je viens tasser, entre guillemets, toutes les variations. A l'inverse, si j'attaque mon axe à 105 000, donc je resélectionne cette valeur-là, j'étais à 95 000 précédemment, hein, hop, j'accentue en fait le zoom sur mon graphique, et j'accentue, on va dire, les évolutions, qu'elles soient positives ou négatives. Gardez en tête qu'il ne faut pas déformer la réalité, donc ça c'est toujours très très compliqué à faire. Et d'un autre côté, on peut essentiellement, énormément se servir de cette mise en forme d'axe et de cet effet de loupe pour faire dire à un graphique ce qu'on a envie de lui dire. Je vous renverrai enfin, vous ayez la curiosité en tout cas quand vous croisez des graphiques et des courbes dans les actualités ou dans les points qui vous seront présentés, de regarder en fait cet axe vertical et de voir si on vous a donné un effet de loupe ou pas par rapport à ça. Bref. Mon axe est mis en forme, très bien. Alors, là, mon titre m'explique que c'est l'activité des CHU de la région en nombre de séjours entre n-1 et n-3. Donc là, j'en déduis que mon axe vertical, c'est du nombre de séjours. Néanmoins, il faut savoir qu'en cliquant sur le bouton plus, je peux rajouter des titres aux axes. D'accord? Donc je coche simplement ici, et là, j'ai deux petites fenêtres qui sont apparues. Donc là, je peux mettre par exemple nombre de séjours. D'accord? Je peux bien décaler si je veux. Ça peut être important de le préciser ou pas. D'accord. Ici, sur l'axe horizontal de votre graphique d'évolution, généralement on ne mettra pas de titre, dans la mesure où là, n-3, n-2, n-1, on sait très bien ce que ça représente. Si ça avait été remplacé par des dates, on aurait vu 2021, 2020, 2019. Là, les gens savent que ce sont des années, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir le titre de l'axe. Toujours dans ce petit bouton-là, on peut rajouter des étiquettes de données. Alors, il faut faire attention qu'un graphique demeure lisible. Là, vous voyez que vous avez des données déjà qui se mangent les unes sur les autres. Alors, ça, c'est pas grave, ça on peut le corriger.
Mais moi, ce que je vous conseille sur ces graphiques-là, c'est de garder les données sur lesquelles vous voulez insister. Alors, comment on met en forme des données ou comment on en enlève? Si je sélectionne une étiquette d'une donnée, ici c'est HU1, ça me sélectionne toutes les étiquettes de l'axe. Au niveau de la mise en forme, on va dans l'accueil et ça se fait comme une mise en forme de texte, hein. Pas de problématique, on en fait ce qu'on en veut. D'accord. Et si je veux garder qu'une étiquette de données, je reclique sur une étiquette, ça la sélectionne toute seule, j'appuie sur supprimer, je refais la même manipulation, supprimer. Et si je veux décaler mon étiquette, là que j'ai gardée, donc je la resélectionne, et avec la souris, le clic gauche enfoncé, je la déplace, et là on voit qu'il y a une petite ligne, je vais agrandir, qui s'est créée, qui va relier, entre guillemets, l'étiquette à la valeur. Et là, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire que, admettons, oui, si je veux garder ça, ça je vais supprimer, ça je vais supprimer. Je resélectionne pour mon axe orange, je veux garder la valeur 100,052, je vais cliquer ici, et je vais cliquer là. Voilà. On va dire que mon graphique est propre. Alors, pour information, vous pouvez rajouter une table des données. Alors, certains graphiques vous le proposent, les histogrammes notamment. Alors, la table de données fait que, hop, on va mettre là, ça recrée un tableau sous votre graphique, sous votre axe horizontal, en reprécisant les valeurs. D'accord? Donc ça peut être nécessaire. C'est pas obligatoire, il faut savoir que ça existe. Je la décoche. Ok, très bien. Et nous approchons de la fin. Avant de passer sur les points de vigilance, j'ai envie de dire. Là, on nous demande de faire en sorte que tout soit imprimable sur une seule page. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, ou en tout cas, faut adapter sa mise en page, entre guillemets, à ce que vous avez sur votre page. Alors, vous allez me dire, c'est une évidence, mais je vais préciser ma pensée. Par exemple, une courbe, ou un graphique qui représente une évolution en tout état de cause, on a dit que c'était une notion de temps à l'horizontale, et généralement le temps est exprimé sur la longueur. Il n'est pas rare que nous ayons des graphiques qui soient plus larges que hauts. C'est-à-dire que par définition, je sais que là, je vais partir sur une représentation en paysage. Voilà, si j'ai que ça avec un tableau, je vais avoir une représentation en paysage. Si jamais on avait eu un camembert, donc qui a plus une forme carrée dans sa représentation graphique, là on va faire aussi fonction du tableau et on verra qu'on pourra faire du portrait ou du paysage. Néanmoins, avant de décider quelle est la longueur de mon graphique, je vais refaire la mise en forme de mon tableau. Je vous rappelle que le principe est d'avoir un rendu qui soit professionnel. Là, si je fais un fichier imprimé de ce que j'ai là, même si je mets en paysage, c'est quand même pas Jojo. Du coup, pour faire une mise en forme rapide, entre guillemets, et avoir un rendu qui est quand même propre, je vais sélectionner mon tableau qui est ici. Je vais faire toutes les bordures, donc je vais avoir un quadrillage, on va dire, intérieur, et je vais faire un bordurage extérieur. Ok. Donc là, c'est la première étape. Là, ici, j'ai le nombre de séjours qui est exprimé. Ça, je vais le faire sauter, puisque ça n'a pas forcément d'intérêt. Hop, je vais faire mon bordurage extérieur. Alors derrière, ce qui est important, en fait, dans un tableau pour qu'il y ait un rendu professionnel, c'est vos largeurs de colonnes. C'est-à-dire qu'il faut que les largeurs qui expriment les mêmes types de valeurs, que les colonnes qui expriment le même type de valeur aient les mêmes largeurs. À savoir ici, il faudrait que n-3, n-2, n-1 aient les mêmes largeurs, puisqu'ils expriment les valeurs relatives à l'année, et que toutes les colonnes exprimant des évolutions aient elles aussi la même largeur. Donc là, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Moi, je vais dire que de manière équitable, je vais tout mettre sur la plus grande largeur. Et je vais faire un choix, parce que je sais que sur des tableaux comme ça, quand je veux faire une expression en paysage, je peux aller par exemple sur des colonnes de 20. Je vais sélectionner toutes mes colonnes de valeurs. Je vais faire un clic droit. Je vais faire une largeur de colonne à 20. Ok.
Là, même si Excel est une histoire de proportion, je vais décider de monter ma taille de police. Et derrière, une fois que j'ai fait ça, ma première ligne, je vais la mettre en gras. Et ma première colonne, je la mets en gras. C'est-à-dire que je fais toujours ressortir en fait des éléments qui sont importants. Ma première colonne, généralement, on a des énoncés. Donc là, je peux concevoir en fait quelle est une largeur qui est différente des autres. Généralement, une largeur qui est plus importante que le reste, parce qu'il faut que ça marque, visuellement parlant, en se disant cette première colonne est importante, il y a des intitulés. Tout comme la première ligne est importante, il y a des intitulés. La première ligne, je la repasse en noir. Là, je la repasse en noir. Là, pareil, il ne faut pas qu'on ait un tableau qui soit trop écrasé au niveau des hauteurs de ligne. Donc là, je vois que j'ai une hauteur de ligne à 18. Alors, je vais faire 30. Donc, pour faire ceci, excusez-moi, vous sélectionnez vos lignes, vous faites un clic droit, hauteur de ligne, vous appuyez sur 30. Ok, donc là, on est à peu près bon. Ensuite, on s'est parlé d'avoir une cohérence au niveau de la largeur, mais il faut avoir une cohérence au niveau de la présentation. Là, vous voyez que j'ai N-3 qui est aligné à gauche, le contenu des cellules aligné à droite. D'accord, donc ça ne me satisfait pas. Donc je peux rapidement tout centrer en hauteur et en largeur. Je resélectionne toutes mes cellules. Et en fait, dans mon onglet accueil, j'ai un aligné centre et un centré. Je peux faire, là je vais laisser un alignement à gauche. Et je peux centrer au niveau de la hauteur. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, je vais faire en sorte que mon graphique ait la même largeur que mon tableau. Histoire d'avoir une cohérence qui est visuelle. J'ai imprimé, alors oui, parce que ça sélectionne le graphique quand vous faites ceci. D'accord. Bon, ça a l'air de m'aller. Et, par contre, et ça c'est valable pour tous les documents professionnels, il faut un titre. Alors, le titre, je vais couper mon titre là, je vais insérer une ligne, je vais le mettre là-haut, je vais le mettre ici. Alors moi, mon titre, je conçois toujours mes titres de la même manière. Dans cette notion en fait d'apprendre à faire, faut aussi se dire qu'il y a des choses, faut développer des réflexes, histoire de ne pas réfléchir sans s'étendre à comment je m'informe des choses. Un document professionnel a toujours un titre, mais il a toujours le nom de son entreprise, il a toujours une date de mise à jour. Alors mon titre, je le fais toujours attaquer dans ma deuxième colonne, voilà, histoire de laisser une première cellule toujours libre, et généralement je le fais en sorte qu'il prenne la largeur de la deuxième à l'avant-dernière colonne. Une fois que c'est ça, je fusionne. Je sais que la fusion c'est mal, mais là, pour le coup, pour le titre, je m'autorise. Je le passe en gras, je sais que je vais l'entourer, et là, volontairement, un titre, c'est fait pour être lu. Donc là, j'ai passé en 36, je fais un renvoi à la ligne automatique, et j'augmente ma largeur de cellule. Alors, peut-être un peu too much, on va passer à 28. Je remonte, en fait, voilà. Ça, c'est OK. Ici, en fait, je crée ce qu'on peut appeler un cartouche, c'est-à-dire que je vais avoir un titre en 3 parties. Dans ma première cellule, j'entoure en gras, et là, je vais mettre le nom de l'entreprise. Mettons que ça soit la boîte à tutoriel. Alors, ça peut être un logo, je peux avoir le nom et l'adresse de l'entreprise, peu importe, mais il faut que le document au minimum soit marqué avec le nom de l'entreprise. Je centre, et en hauteur et en largeur, et je mets en gras. Et en fait, je me suis gardé cette cellule à droite, que je vais aussi entourer comme ceci, pour indiquer une date de mise à jour. Encore une fois, un document professionnel a forcément une date. Alors pour un courrier, on sait que c'est logique, c'est à la ville, le temps, mais pour un tableau, on n'a pas forcément le réflexe de le faire. La date, elle est nécessaire et elle est importante parce que ça me permet de voir en fait quand est-ce que ces données, en tout cas, ont été exploitées et si elles sont encore d'actualité ou s'il n'y a pas eu, entre guillemets, des mises à jour derrière. Donc là, je tape Mage. On est aujourd'hui le 16 avril.
L'âge de point 16/04/2022. Tac. Et la date de mise à jour, je la mets toujours en bas à droite et j'écris toujours en plus petit parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on veut voir. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner, parce qu'en fait dans mon impression je vais avoir un problème avec ce petit énoncé. Donc, viens là. Voilà. Donc, je vais sélectionner ce que je veux imprimer. Ce que je veux imprimer, on va virer ça. On l'a refait. Ce que je veux imprimer, c'est les colonnes de A à H et mon tableau plus mon graphique. Et là, je vais m'arrêter en fait au bas de mon graphique. Donc, j'ai sélectionné en fait toute cette zone-là. Je fais fichier imprimer. Et ici, je ne vais pas imprimer les feuilles actives. Je vais imprimer la sélection, à savoir ce que j'ai sélectionné. Et je vais faire en sorte, sur ce dernier onglet, d'ajuster le contenu à une page. Donc là, vous voyez que la sélection, il a fait en sorte de la reproportionner dans sa hauteur et dans sa largeur pour que ça tienne sur une page. Ça ne me va toujours pas, parce que pour moi, les choses doivent être centrées. Donc je vais dans mise en page, marge, je vais centrer horizontalement et verticalement. Et là, j'ai quelque chose de propre. Voilà. Donc, c'était la présentation du calcul d'évolution. Alors, je referai certainement un tuto sur tous les points de vigilance qu'il faut avoir dans les représentations graphiques et dans les inversions d'axes. Et si jamais on a plus que 3 années, savoir comment on peut aller vite sur les calculs. Donc, on fera quelque chose d'un petit peu plus avancé par rapport à cela. En tout état de cause, vous avez le lien dans la description. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce tutoriel. D'accord. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas soit à envoyer un mail, soit à laisser un commentaire par rapport au contenu et la manière dont je peux l'améliorer. Je vous remercie.